Bonjour à tous, désolé, petit faux départ. Alors je suis avec Benjamin encore parce qu'on finit la vidéo et on commence à parler d'exit. Et là il commence à me dire, ah non mais en fait c'est beaucoup plus facile de se faire acheter aux US qu'en France. Et je lui dis comment ça? Il dit, ah bah non mais c'est pas compliqué, hein. Tu sais il faut le même effort pour créer une boîte à 200 millions d'ARR ici qu'à 20 millions en Europe. Puis il me commence à balancer des dingueries du style, oh mais tu sais la profondeur de marché, ici tu peux faire des boîtes à une feature qui font tant. Du coup, comme tu fais des boîtes à une feature, tu as une opposition avec la stratégie en Europe, des boîtes plateformes. Il commence à m'expliquer plein de trucs dont j'avais jamais entendu parler. Il m'explique pourquoi le marché est plus liquide. Là, il nous balance qu'ici, il se fait approcher par des bandes de ouf. C'est quoi la différence avec la France? Et à la fin, il m'explique pourquoi il a été approché par des boîtes qui lui ont dit, ah, vous venez de France, on va pas vous racheter, la raison. Et en fait, ce qui fait que si vous êtes une boîte en France, même si vous êtes super sexy, il y a des grandes chances que les Américains vous rachètent pas pour un truc tout simple. Pareil, il me balance ça, comme ça, je lui dis, bah mec, on va en faire une interview en fait. Donc voilà, c'est ça un petit peu les sujets. Il va pas se représenter, c'est la vidéo d'hier, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Mais en gros, c'est Full and Rich, c'est une super boîte, ils grossissent très 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 vite. C'est assez insane, hein, 20 à 30% de croissance par mois. Et en gros, j'ai essayé de faire la course avec lui, il me défonce la gueule, voilà, pour être honnête. Donc je pense que c'est un des founders français les plus successful ici en early stage, peut-être même le plus successful, mais je veux pas trop avancer. Du coup, on attaque. Quand tu me disais que ici, tu pouvais faire des boîtes à 20 millions d'ARR avec une seule feature, avec une seule fonctionnalité, alors qu'en France, il faut faire 10 000 trucs pour arriver à ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ton sentiment là-dessus? Et toi, Full and Rich, du coup, est-ce que vous avez déjà une stratégie de plateforme ou vous êtes concentré sur un truc que vous faites hyper bien? Parce que du coup, est-ce que ça s'applique à toi ou c'est juste pour les autres? Yes. Bonjour à tous. Effectivement, donc moi pour le background aussi, j'avais monté une autre boîte avant en France. Je suis arrivé aux États-Unis il y a un peu plus de 6 mois. L'année dernière, je faisais des allers-retours, donc ça fait un peu plus d'un an que je suis à San Francisco. En France, mon constat, c'était que dès l'instant où tu as des clients et que tu commences sur un pay, une fonctionnalité, on te demande vite de construire d'autres features tout le temps. C'est non-stop. Et en fait, une décision qui est peut-être pas la bonne, mais j'ai l'impression que c'est un peu la tendance, c'est qu'on a tendance à dire oui et à toujours construire plus de fonctionnalités parce qu'évidemment, on veut plus de revenus. Ça semble normal. Et en fait, en contraste avec ce que je remarque aux US, et c'est peut-être même un constat sur un marché global, mais tu peux avoir une croissance qui est genre incroyable avec juste une portion du produit que tu aurais dû construire sur le marché français. Il y a plein d'exemples. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est plus en tant qu'utilisateur. Par exemple, en France, tu as des plateformes de comptabilité ou bancaire, tu as Conto, Pennylane, globalement, qui font énormément de choses. Et je suis arrivé aux États-Unis et je me suis dit, ok, donc là j'ai que 0 et ça fait un dixième de ce que fait Pennylane et c'est une boîte qui est genre énormissime. Je me dis, mais comment ça se fait que les mecs, juste avec moins de features, ils sont 50 fois plus gros? En fait, c'est juste le marché, il est hyper profond et ils vont beaucoup plus deep sur plein de sujets. Enfin, beaucoup plus deep. Ils sont sur une feature, mais avec aussi toutes les subtilités, et ça c'est un truc aussi lié à la comptabilité, c'est qu'il y a 50 états, donc il y a de la complexité, mais typiquement pour avoir un Pennylane, ici, tu as 5 ou 6 softwares différents. Et ça c'est juste un exemple, pareil, si on prend juste l'exemple de Full and Rich, juste sur une fonctionnalité d'enrichissement de contacts, c'est-à-dire des emails, des numéros de téléphone, on peut avoir des contrats à 6-7 chiffres, et ce n'est pas des cycles de vente non plus qui sont extrêmement long. Et je pense à l'inverse, si on avait une plateforme qui fait la pluie et le beau temps, à boire et à manger, en fait, à mon avis, on aurait beaucoup moins d'opportunités parce que les gens, ils ont un besoin très spécifique, ils sont prêts à payer cher dès l'instant où vous êtes aussi sur un... Il faut construire des must-have. Hein, Ici, ouais. Là, on parle vraiment d'ici, parce qu'en Ouais. France, on va demander une plateforme, on va dire, moi, je veux un truc qui fait plein de choses, alors qu'ici, ils te comparent avec plein d'autres boîtes, et ils te disent, est-ce que tu es meilleur que tout le monde là-dessus? Et je pense même, moi, ce qui m'a mis gros apprentissage dernièrement aussi, c'était de me dire, en fait, il y a des marchés, parfois. Prends un exemple. Tu peux monter un CRM pour des concessions automobiles. Tu te dis, en France, bon, a priori, c'est peut-être pas le truc sur lequel j'ai envie d'aller. Tu peux monter une boîte de CRM de concessions auto et faire des centaines de millions ici. C'est une boîte qui est cotée qui fait ça ici. Ok, bah, tu vois, je ne savais même pas. C'était juste pour donner un exemple. C'est une boîte qui est cotée ici. Les mecs qui aident l'operating system des concessions auto, c'est une boîte cotée qui fait je sais plus combien de milliards.
Et tu vois, je suis certain même que tu peux construire un service de paiement pour les concessions automobiles et faire des centaines de millions, en fait, parce que c'est juste un marché qui est hyper profond. Et gros avantage aussi, c'est que c'est très liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de boîtes en bourse, il y a beaucoup de capitaux, il y a énormément de fonds d'investissement, il y a des gros acteurs stratégiques, et donc aussi les startups, elles se font plus facilement acheter par des acteurs stratégiques. Et d'autant plus, ce que tu me disais, c'est qu'en plus, comme il y a une approche fonctionnalité, c'est beaucoup plus facile d'une boîte qui a fait une fonctionnalité très bien ou une plateforme qui rachète une boîte qui fait une fonctionnalité très bien. Alors que si tu as deux plateformes très généralistes, un peu concurrentes, quand tu essaies de faire l'intégration, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est ça. Et puisqu'on est sur les sujets d'exit aussi, je pense qu'il y a un truc où j'ai remarqué que les gens ici sont assez attentifs à ça. Quand ils lancent une start-up, ils savent déjà clairement à qui ils veulent vendre. La différence, c'est qu'en France, on fait un pitch deck, on va présenter aux investisseurs, on dit bah voilà, je lance un CRM, on va se faire acheter par Salesforce parce que on va être bon en France et ils vont venir ici. J'ai peu de chances que ça se fasse, pour plein de raisons, mais ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en fait, il y a pas une bonne connaissance du marché français aux États-Unis. On n'est pas vu comme un pays super brillant avec une économie de dingue. On est plutôt vu comme un pays où il y a souvent des grèves, où c'est très dur de se séparer aussi des employés quand ça ne va pas. Tu as un exemple là-dessus? Mon exemple, c'est que moi, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est intéressé par le fait de racheter des boîtes. Et il me disait, non mais nous, jamais, en fait, on peut racheter une boîte avec des salariés français parce que c'est juste impossible de virer les gens. Et je lui dis, mais attends, c'est pas impossible, il y a plein de manières. C'est juste qu'ils ne vont pas chercher à creuser et à comprendre exactement comment fonctionne le droit du travail en France. Et donc ça, dans l'imaginaire, en fait, c'est pas quelque chose qui nous aide. Donc aussi, je pense que le learning, c'est de me dire, mais on a ce rêve, ce doux rêve en France de se dire, ah tiens, je suis entrepreneur, je vais monter une boîte, je vais me faire acheter par des Américains. Ils vont déjà aller au UK, je pense, bon, après avec le Brexit, mais déjà il y a un problème de langue, c'est qu'en France on ne parle pas bien français, pardon, on ne parle pas bien anglais, moi qui ne parle pas bien français, on ne parle pas bien anglais, et donc c'est pareil, c'est des choses qui n'aident pas. Et aussi, ils aiment bien les choses simples, ils aiment bien que ce soit facile à intégrer, donc il faut aussi très vite réfléchir à c'est quoi la stack technologique sur laquelle je construis, est-ce qu'elle peut fitter la stack techno du mec qui potentiellement peut me racheter. Tu vois, c'est quelque chose qui se prépare et voilà. En fait, ce que tu dis en gros, c'est que ici, jour 1, tu sais qui peut te racheter. Tu auras de leur stack techno pour dire c'est facile de me racheter. Tu fais une feature qui s'intègre facilement. Ce qui fait qu'en fait, et tu peux faire un exit entre 30 et 80 millions si tu vois que tu n'as pas suffisamment de traction pour faire un géant tech. Alors qu'en France, tu vas tout de suite essayer de faire une plateforme. Ce sera impossible de t'acheter. Tu vas dire un jour mes concurrents US vont me racheter, mais en fait la France c'est comme la Bulgarie pour nous, ils s'en foutent. Ils connaissent pas le droit, ça les fait flipper. Tout ce qu'ils savent de la France c'est la télé et Made in Paris. Et toi je sais que tu as été, alors tu voulais pas trop le dire mais c'est pas grave, tu as été approché par des super brands, même si aujourd'hui tu ne vends pas. Est-ce que tu vois une différence entre les gens en quantité et en qualité entre les gens qui t'ont approché aux US en mode sur cette approche feature et les gens qui t'ont approché en France, ou est-ce que c'est la même qualité, il y en a juste un peu plus? Ouais, effectivement. En fait, la principale différence, c'est que les boîtes qui nous ont approchés ici, c'est des boîtes cotées. Il y a pas mal de boîtes cotées en bourse que quand tu les regardes de l'extérieur en France, tu dis ah ouais, c'est ultra stylé. Tu vois, déjà, il y a ce truc-là de se dire ok, c'est assez cool. En France, bon, ça reste des belles boîtes françaises, mais c'est pas le rêve américain, si tu veux. Et aussi, il y a une question de liquidité. Les boîtes cotées en bourse, elles ont évidemment beaucoup plus de capitaux. Donc, le multiple de l'exit, et quand tu es stratégique pour eux, en fait, le prix, c'est même plus qu'un multiple de l'ARR. C'est peut-être, ça va chercher d'autres choses. Parce que si tu intègres en tant que fonctionnalité dans leur produit qui est beaucoup plus vaste, qui est une plateforme, c'est plus qu'un multiple de ton ARR. En fait, ils se disent, si on déploie cette feature sur nos 15 000 utilisateurs ou 15 000 clients, en fait, on va aller chercher 50, 100, 200 millions de revenus assez rapidement. Tu vois, donc, plus tu parles à des gros acteurs aussi, plus l'upside pour toi est important. En gros, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, des mecs qui se disent je vais racheter Full and Rich, même si tu vends pas, avec la croissance que toi, tu fais bien de pas vendre, je te le dis. En fait, les mecs, ils te voient en France, on t'achète, t'aurais une stratégie de plateforme si tu voulais rester en France. Et on aurait dit, ok, ces mecs-là font, je sais pas, je prends un exemple, 10 millions d'ARR. Du coup, si je les rajoute à mon bilan comptable, une boîte qui fait 60 millions d'ARR te rachète, je passe de 60 à 70 millions, c'est cool. Ici, la boîte qui te rachète, elle fait 800 millions d'ARR. Elle se dit, si je rachète Full and Rich qui fait 10 millions d'ARR, je vends ce service à tous mes clients et en fait, je vais prendre 80 millions d'ARR dans les 2 ans.
Donc en fait, stratégiquement, d'un côté, tu as une boîte qui se dit je vais prendre 10 millions d'ARR, et de l'autre côté, tu as une boîte qui se dit je les rachète, je vais prendre 70 millions parce que je vais pouvoir les intégrer facilement. Donc en fait, la valeur perçue pour la personne qui te rachète, elle est beaucoup plus élevée. Du coup, ce que tu disais, le multiple est beaucoup plus élevé, quoi. Ouais, exactement. Puis après, il y a un autre truc aussi, c'est quand tu es aux US, tu as potentiellement si tu comprends bien, c'est un bon PMF, un bon Product Market Fit aux US, que tu as de quoi distribuer ton produit via des sales, via du marketing, peu importe, ça peut aller très vite en fait. Une fois que tu as compris ce qui fonctionne et que tu as des capitaux pour faire que le truc se répète, si les multiples, c'est une question de combien de temps tu as mis pour faire tes 0 à 10 millions d'AR. Si tu as mis 25 ans, a priori, tu n'es pas sur un très bon multiple. Si tu as mis 2 ans et demi ou 2 ans, tu es déjà dans des meilleures conditions. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils spotent aussi très vite ces boîtes-là. Ici, tu vois, tout le monde a les yeux sur les nouvelles startups qui se lancent, sur ceux qui ont fundraise. Aussi, quand tu as des investisseurs américains, bah forcément, ils sont connectés à des potentiels racheteurs stratégiques. Donc, tu vois, c'est un écosystème, en fait. Et je pense que le fait d'être ici, le fait d'être présent, c'est pas tout d'être basé à Paris, d'avoir 3 investisseurs américains. Je pense que la présence aux US change quand même pas mal de choses. Comme dirait Macron, en France, pour trouver un taf, il suffit de traverser la rue. Ici, pour se faire acheter, il suffit de traverser la rue. Merci Manu. On finira là-dessus. Merci beaucoup Ben. Des bisous, ciao. Ciao.